Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer cette petite réaction, j'ai envie de remercier tous les abonnés. On est bientôt 10 000 sur la chaîne et ça, c'est grâce à vous. On est exactement 9 991 abonnés. Alors je compte sur vous pour qu'aujourd'hui, on arrive à 10 000 abonnés. Sur ce les amis, on va parler de Marine Le Pen sur cette première vidéo. Qui caresse les fesses à qui? À Donald Trump. En nous expliquant qu'en France, nous sommes aujourd'hui le mieux placés pour pouvoir parler à l'administration Trump. Nous ne serons pas toujours d'accord, mais nous sommes les mieux placés. Parce que nous savons ce qui les motive. Vous l'aurez compris, oui, c'est bien l'immigration. Une forme de patriotisme et la défense de leurs intérêts nationaux. Mais ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est que Donald Trump s'en fout, mais s'en fout complètement des Français. Et de l'Europe en général. Il veut nous taxer. Et pourtant, ça n'arrête pas cette fada de lui caresser l'entrejambe. On a Donald Trump qui veut améliorer les bénéfices lors des échanges avec l'Union Européenne. Je vous traduis ça. Il veut nous taxer de part en part en nous expliquant que l'Union Européenne est très mauvaise pour nous. Ils nous traitent très mal, ils ne prennent pas nos voitures ou nos produits agricoles. En fait, ils ne prennent pas grand chose. C'est pour vous dire les amis qu'ils ne nous considèrent pas. Mais vraiment pas du tout. Alors ça me fait bien rire quand je vois des droitards penser que les Américains soutiennent la France, alors qu'on est vraiment loin de là. Avant d'ajouter, donc ils sont bons pour des droits de douane. Il est vrai qu'en 2023, le déficit commercial des États-Unis dans ses échanges avec l'Union Européenne s'est élevé à 131 milliards de dollars après les données représentant de la Maison Blanche pour le commerce. 2 ans plus tard, ce n'est pas arrangé puisqu'en 21 janvier, Donald Trump annonçait un déficit commercial avec l'Union Européenne de 350 milliards de dollars. Le président américain avait déjà menacé d'imposer des droits de douane sur les produits européens à moins que l'Union n'augmente ses achats en pétrole et de gaz américains. Le but est donc, là encore, de se servir de cette taxe comme d'une arme économique pour améliorer les bénéfices des États-Unis, aux dépens de l'Union Européenne. Ça veut dire aux dépens de nous Français, Espagnols, Italie, etc., etc. Et je vous le dis, pour ceux qui pensaient que Donald Trump était un humaniste, détrompez-vous, ça reste un racelard et rien qu'un racelard. Pour lui, c'est tout pour l'Amérique, rien pour les autres. Et c'est pour ça qu'il veut absorber le Canada, et c'est pour ça qu'il veut absorber le Groenland, et c'est pour ça qu'il veut taxer tous les pays du monde, toute l'Europe. Pas besoin de vous dire qu'il y a beaucoup de pays en Europe. Mais j'ai une question à poser, c'est quand qu'on va les menacer à notre tour, de leur taxer et de leur couper les ailes? Parce que là les amis, l'image de la France va finir dans les poubelles de l'histoire. Très simple, le slogan de ce grand rassemblement c'est Make Europe Great Again. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction à vouloir rendre sa grandeur à l'Europe tout en copiant presque mot même le slogan de Donald Trump? Je crois que c'est un petit clin d'œil de Santiago Abascal compte tenu de l'élection de Donald Trump, mais ça dit une chose, ça dit que le retour des États-Unis comme puissance nationale doit entraîner évidemment un retour des nations européennes et donc l'abandon de toute une série de politiques qui ont été des politiques d'affaiblissement de l'Europe. Moi je crois que la puissance de l'Europe tient dans la puissance de ses nations et que l'Union Européenne, qui est une superstructure technocratique, n'a accouché que de normes, d'un affaiblissement, d'une désindustrialisation, d'une décroissance. Il est temps en réalité de se servir de ce défi, de ce challenge, de cette concurrence même que va représenter les États-Unis pour prendre à nouveau les bonnes décisions. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce slogan une forme d'allégeance aux États-Unis? Et deuxième question, est-ce que vous êtes en accord avec les positions très controversées de Donald Trump présentes notamment sur Gaza? Non mais la France peut pas être assujettie aux États-Unis, elle peut pas être la fille des États-Unis parce qu'elle en est la mère historiquement, donc ça serait quand même un peu compliqué. Bon, ça, tu vas le sortir à des enfants de 8 ans. Parce que le savais-tu, toute l'Europe sait qu'on a été vassalisé par les Américains. Donc vous imaginez bien que la responsable politique attachée à la souveraineté que je suis ne peut pas considérer les relations internationales comme des relations d'assujettissement. En revanche, les nations doivent parler entre elles, elles doivent créer à nouveau des relations bilatérales. L'Union Européenne nous a empêchés de le faire pendant des années et je pense pouvoir dire que on est peut-être les mieux placés en France pour pouvoir parler à l'administration de Donald Trump, avec lequel nous ne serons pas toujours d'accord, bien entendu. Mais nous sommes les mieux placés parce que nous savons qu'est-ce qui les motive. Ce qui les motive, c'est une forme de patriotisme, c'est la défense des intérêts américains. Donc quand on est soi-même patriote et qu'on veut défendre les intérêts de la France, on peut très bien comprendre ce que la personne qui est en face de vous a dans la tête. Voilà, moi je crois que ces relations peuvent se dérouler de la meilleure manière qui soit, mais chacun défendra ses intérêts. Mais quel intérêt elle va protéger? On a le président américain qui dit, noir sur blanc, qu'il va taxer l'Europe. Et l'Europe en général, les Français compris,
Tout ça parce qu'on n'achèterait pas assez aux Américains, vous l'aurez bien compris, qu'on reste leur serviteur, et cette personne-là nous dit non, on va s'allier aux Américains, mais vous inquiétez pas, on défendra l'intérêt de la France. Non les amis, détrompez-vous, ces personnes-là vont juste cirer les chaussures à Donald Trump et aux Américains en général. Sur cette deuxième vidéo les amis, on va parler d'Alma Dufour, député de la France Insoumise, qui explique je suis tombé sur un tract du PS. Ils disent avoir empêché la hausse des taxes sur l'électricité. C'est faux. Ils ne disent pas que le budget de l'éducation va baisser de 150 millions, la recherche de 1,5 milliard, l'écologie de 2,5 milliards et le logement de 600 millions. Pas besoin de vous dire que les Français vont se faire descendre les poches. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous avez pas sauvé les meubles et je suis quand même tombé sur un tract. Limiter la casse. Non, bah voilà, même pas limiter la casse. Je suis tombé sur un tract du Parti Socialiste où tout était faux dedans. Donc c'est quand même un peu compliqué que vous alliez voir les gens. Il y a deux choses qui sont fausses. Vous avez dit que vous aviez obtenu des compromis que vous n'avez pas obtenus. Par exemple, j'ai vu dans votre tract baisse des taxes sur l'électricité. Enfin, pas de hausse des taxes sur l'électricité. C'est complètement faux. Les taxes sur l'électricité vont passer de 24 € le mégawattheure à 37 € le mégawattheure. Tout le monde pourra faire le calcul. Ça fait plus de 50% de hausse. Sur les 4000 postes d'enseignants, effectivement, vous avez obtenu cette promesse, mais le budget de l'éducation nationale baisse de 150 millions d'euros, c'est-à-dire 3 Pour fois la l'équipe. formation essentiellement des enseignants. Bah ouais, mais sur les 3 fois, en fait, le donc coût c'est de pas ces assez 4000 pour vous. postes, 1,5 milliard de moins dans la recherche, pardon, et l'enseignement supérieur, 2,5 milliards de moins dans l'écologie, Mais 600 on millions est moins. d'accord avec ça. Non, mais On vous est, pouvez... on est d'accord sur le fait qu'il Oui, mais y, du coup- y a des coups de rabot qui sont Mais scandaleux. c'est pas des coups de Ouais. rabot, monsieur, c'est que vous avez décidé de laisser passer le budget le plus austéritaire de la 5e République. C'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, une ligne rouge a été franchie, c'est pas n'importe ligne quelle... Mais bien sûr, ce qu'elle dit la députée de la France Insoumise, c'est que le PS sont des opportunistes. Ils ont laissé ce budget passer. Et le budget va faire très mal. Vous vous imaginez, ils vont baisser l'éducation à 150 millions d'euros. La recherche d'1,5 milliard d'euros. Déjà qu'on recherchait plus rien en France, mais pas besoin de vous dire que ça va devenir le tiers-monde, la France. L'écologie de 2,5 milliards d'euros. Du matin au soir, on nous dit, à nous, Français, de respecter l'écologie, d'avoir une poubelle verte, une poubelle violette, une poubelle marron, rose, multicolore. Ces poubelles-là, faut le savoir les amis, on les paye. Et on les paye cher dans la facture. Et là on nous explique qu'ils vont enlever 2,5 milliards d'euros. Et sur le logement, imaginez-vous, 600 millions d'euros. Je le répète qu'il y a des millions de Français qui n'arrivent pas à trouver de logement. Il y a des millions de Français qui travaillent 35-40 heures par semaine et qui dorment dans leur voiture. Je vous le dis les amis, bientôt, en France, on va construire ça. On n'ira pas plus loin. Et sur cette vidéo les amis, on va parler de CNews. On a Laurent Nunez qui nous explique qu'il ne fait pas de lien entre la délinquance et l'immigration. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Ça va aller et ça va aller calmement. En nous expliquant que 40% des violences S viennent de l'immigration. Un vol sur 2 viennent de l'immigration. Que 9 cas sur 10 de vol à la tire viennent de là-bas. Et que 36% des mises en cause dans l'agglomération parisienne sont étrangers. Bref, vous l'aurez compris que c'est une chaîne de racelard qui s'attaque toujours au plus facile, l'immigration. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Alors, c'est un lien, moi je ne fais pas le lien, nous on lutte contre des délinquants, voilà. Après, il y a les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Je vous disais, il y a 10% des mises en cause qui sont des mineurs. Les étrangers dans l'agglomération parisienne, c'est 36%. 36% des mis en cause dans l'agglomération parisienne sont des personnes de nationalité étrangère. Et on les retrouve aussi dans un cambriolage sur 2, dans un vol violence sur 2, dans 40% des violences sexuelles. On les retrouve beaucoup sur les vols-tirs aussi, hein, c'est presque... Dans 8-9 cas sur 10, c'est une personne de nationalité étrangère. Moi, je ne fais pas de lien. Nous, on lutte contre la délinquance d'une manière générale. Et vous regardez les chiffres Et ce que nous faisons aussi également... tels qu'ils sont, mais ils parlent aux Français. Alors, le niveau, hein, le niveau le pourcentage hein, de mise en cause étrangers au sein de la délinquance dans l'agglomération, ben, il était encore à 41% il y a 2 ou 3 ans. Il baisse. Mais voilà, je ne fais pas de lien, je ne fais pas de lien. Nous, on lutte contre la délinquance, mais les chiffres, parlent d'eux-mêmes. 36% des mises en cause sont des personnes de nationalité étrangère dans l'agglomération parisienne. Et c'est pour cela que nous menons une politique résolue de reconduite de ceux qui sont en situation irrégulière parmi ceux-là.
L'avion de monsieur Netanyahou a pu traverser l'espace aérien français pour se rendre aux USA, malgré le mandat d'arrêt émis par la CPI. Ça, je vous en avais parlé. J'ai abordé la question et rappelé qu'aucune immunité n'est possible dans le cadre de crimes internationaux. Et pourtant, il est passé, les amis. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Bonjour, Jamil Senli, journaliste indépendant. Dimanche, Benjamin Netanyahou, invité aux USA par M. Trump, a traversé l'espace aérien français, vous le savez, à bord de son avion officiel. Le Premier ministre israélien est pourtant sous mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, émis par la CPI, à laquelle la France est soumise via le statut de Rome. J'ai plusieurs questions. Pourquoi ne pas avoir arrêté M. Netanyahou, comme l'ordonne la CPI? Est-ce le résultat, peut-être, vous allez me le dire, de l'immunité souhaitée par le Quai d'Orsay au profit de M. Netanyahou? Et si oui, comment cela est-il possible, puisque dans le cadre de crimes internationaux, c'était rendu inapplicable, même pour un pays qui n'a pas ratifié le statut de Rome? Donc est-ce qu'on doit y voir un autre deal entre la France et Israël pour expliquer ce survol, et si oui, lequel? Merci. Merci beaucoup. Alors, votre question, elle renvoie à plusieurs éléments, mais elle renvoie notamment à des éléments sur lesquels j'avais eu l'occasion de me prononcer longuement. Alors, monsieur Netanyahou est allé aux États-Unis, effectivement. La question que vous posez qui concerne le mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale, sur ce point, je pense qu'on a toujours été clair, on a toujours dit que nous respecterions complètement le statut de Rome. Comme vous le savez, le statut de Rome prévoit deux choses. La première des choses, c'est une obligation de coopération avec la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est le premier point. Mais le statut de Rome prévoit aussi des immunités pour les chefs d'État des États qui ne seraient pas partis au statut de Rome, ce qui est le cas d'Israël. Donc ce que nous avions dit à l'époque et que je peux vous redire, c'est que l'application de ce statut, j'entends bien que ça renvoie à deux choses un peu contradictoires, et in fine, si d'aventure le cas devait se poser, c'est-à-dire que si M. Netanyahou était présent sur le territoire français, il reviendrait à un juge de trancher ce point, de savoir entre la question de la coopération avec la Cour pénale internationale et la question de l'immunité. Donc c'est une question qui renvoie au pouvoir judiciaire et sur laquelle je ne peux pas donner de réponse puisque l'occurrence ne s'est pas présentée et que je ne peux pas vous dire dans quel sens un juge viendrait à décider de cette question. Et à la fin, encore une fois, c'est l'autorité judiciaire qui a le dernier mot en la matière. Alors moi, j'ai juste une question à poser. Si c'est monsieur Poutine qui fait la même chose, disons qu'il traverse la France pour se rendre en Afrique du Nord, est-ce que le gouvernement français réagirait de la même façon? Posez-vous cette question, les abonnés. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous.